Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici Berlin. La formule date de 1986 et elle revient tout le temps quand on parle de retraite en Allemagne. Die Rente ist sicher, la retraite est assurée. Vraiment, récemment, le ministre du Travail a posé des conditions à cette promesse. Ja, denn sie ist nicht von sich aus sicher. Pour Hubertus Heil, la retraite n'est pas certaine, par essence. Et voilà tout le débat allemand parfaitement résumé. La retraite, oui, si on n'en attend pas trop, si on fait des sacrifices individuels et collectifs. Par exemple, travailler jusqu'à 69 ans, on en parle déjà en Allemagne. Et on regarde la situation en France, mi-fasciné, mi-sidéré. Attention aux clichés. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast avec un cas. Et j'ai envie de commencer avec une caricature parue dans la presse allemande au début du mouvement social en France. On y voit un Français qui s'insurge. Retraite à 64 ans, mon Dieu, c'est terrible. Et puis en face, un Allemand qui lui répond « Ah, ça serait tellement bien ». Je vous passe les détails, le fait que le Français porte un béret, l'Allemand un maillot de foot, bref. Nous voilà une fois de plus renvoyés dos à dos, Gaulois réfractaires contre Allemands résignés. Bonjour Stéphane Seidendorf. Bonjour Hélène. Je ne t'apprends rien avec cette histoire de caricature. Avec cette crise autour de la réforme des retraites en France, eh bien on voit que le moteur franco-allemand des clichés tourne à plein régime. Et avec lui, l'usine à fausses infos. Alors, commençons, si tu veux bien, par un état des lieux. En Allemagne, rappelons-le, le système des retraites a été réformé à plusieurs reprises par la gauche. D'abord sous le chancelier Schröder, puis pendant les années Merkel, sous l'impulsion du SPD, avec lequel elle était en coalition. Et la dernière grande réforme, c'est l'œuvre de Franz Müntefering, qui était une grande figure de la social-démocratie, et qui d'ailleurs, en passant, a commencé à travailler à 14 ans comme apprenti dans la métallurgie. Que nous dit ce texte, Stéphane ? Quel est l'âge légal de départ à la retraite en Allemagne ? Alors, comme en France, il y a un premier âge où on peut partir au plus tôt si on a travaillé suffisamment d'années. C'est, surprise, 63 ans. Et il y a l'âge où tout le monde peut partir avec assez ou pas assez d'années de contribution. Ce sera 67 ans. Actuellement, c'est 65 ans et 11 mois, donc 66 ans. Oui, on passe progressivement aux 67 ans. Et le nombre d'annuités qu'il faut retenir, c'est 45. Il faut avoir travaillé 45 ans à temps plein pour prétendre à une retraite complète. Voilà, ça pour la théorie. Et il y a la vie réelle avec ses aléas, avec les périodes de chômage, les périodes de formation, les périodes de famille, d'éducation d'enfants. Et tout cela fait que, en fin de compte, il y a très peu de gens qui touchent vraiment les 45 ans. Là, il y a beaucoup de nuances d'écrit et très peu de noir et de blanc. On peut constater que depuis ces réformes pour la retraite à 67, les entreprises allemandes ont quand même globalement réussi à garder les Allemands un peu plus longtemps au travail. Cela n'est pas seulement l'effet de la législation, mais aussi évidemment le résultat de la démographie en Allemagne, où nous commençons dès maintenant à ressentir un manque de main-d'œuvre, un besoin de main-d'œuvre notamment qualifiée, et du coup les entreprises réagissent et ça facilite l'emploi des seniors qu'avant on aurait mis à la porte un peu plus tôt. Et donc aujourd'hui, à quel âge réel arrête-t-on de travailler en Allemagne ? Alors là, ça devient très intéressant et très très compliqué quand on parle des vrais gens et des vraies retraites. En vérité, on n'est pas si loin les uns des autres. Il y a une âge de départ du marché du travail, c'est-à-dire qu'on s'arrête de travailler, on ne va plus travailler, mais on ne touche pas encore à la retraite. Et là, on est très près en France et en Allemagne, autour de 62 ans. Et ensuite, il y a l'âge quand on commence à toucher vraiment la retraite. Là, les Français sont un peu plus tôt que les Allemands, 64 et 65 à peu près, puisqu'en Allemagne, c'est un peu plus facile de racheter des trimestres, comme on dirait en France, tous ces éléments-là, qui permettent que la vraie entrée en retraite est un peu plus tard, sans que pourtant on travaille à 100%. Attends, tu dis qu'on arrête de travailler mais qu'on ne touche pas encore la retraite. Dans ces cas-là, de quoi vit-on ? Comment on gagne sa vie ? Alors souvent, on a des accords avec son entreprise où on fait un temps partiel pendant un certain temps. Le manque à gagner est complété avec une partie de la retraite déjà et une partie de l'entreprise et ça permet d'embaucher des jeunes et en même temps nous avons cette tendance, plus encore qu'en France, des études longues. Il y a les jeunes, enfin c'est même plus des jeunes, qui commencent à cotiser à partir de 30 ans et qui n'arrivent pas à avoir
leur annuité pour avoir une retraite complète. Alors quand on n'a pas cotisé assez, qu'est-ce qui se passe? Des décotes comme en France, plus drastiques qu'en France, 0,3% de moins par mois manquant, ce qui fait qu'aujourd'hui en moyenne, les hommes allemands touchent 1276 € de pension à l'ouest et 1361 à l'est, tandis que les femmes sont à 776 € seulement à l'ouest et 1148 € à l'est. Pourquoi cette différence est-ouest pour les femmes, tout particulièrement, c'est parce que du temps de la RDA, elles travaillaient, tandis qu'à l'ouest, le modèle était plutôt de rester à la maison. Et donc là, on a clairement un très très gros problème de pauvreté pour ces femmes âgées qui n'ont pas du tout assez cotisé ou qui avaient des emplois partiels dans des secteurs sous-payés comme le soin à la personne. Alors au total, selon les chiffres officiels, tout compris, on a 18% des retraités allemands qui vivent avec moins de 1135 € par mois, c'est-à-dire sous le seuil de pauvreté. Alors l'an dernier, il faut le préciser quand même Stéphane, il y a eu une très forte augmentation du niveau des pensions, plus 5%, et on vient de l'apprendre, il y aura le même coup de pouce une seconde fois en juillet cette année. Mais oui, on part de très loin, et c'est un argument d'ailleurs qu'on entend beaucoup en France pour dénoncer le modèle allemand, c'est une fabrique à précarité. Là, on a fixé légalement un niveau minimum, ça ne doit pas descendre en moyenne en dessous de 48,5%, donc à peu près 50% de la moyenne de ce qu'on a gagné. Donc pas les meilleures années, mais la moyenne de ce qu'on a gagné. Et effectivement, en Allemagne, il y a un niveau de retraite beaucoup plus bas par rapport au salaire qu'on a eu qu'en France. Et ça ne va pas aller en s'améliorant. Un rapport tout à fait récent là, du ministère fédéral de l'économie nous dit qu'à partir de 2025, donc dans 2 ans même pas, le système des retraites allemands sera confronté, je cite, à un problème de financement croissant de façon choquante. On a déjà 20% de la population qui a plus de 67 ans. Ici, le ratio, c'est 2 actifs pour un retraité, mais... Die Babyboomer gehen in Rente. Les boomers prennent leur retraite. L'an prochain, ils seront 1,2 million à quitter le marché du travail contre seulement 800 000 nouveaux entrants. C'est donc une bombe à retardement. Et l'extrait que vous venez d'entendre, je l'ai pioché dans une émission diffusée il y a quelques jours sur la chaîne ZDF Neo avec la journaliste Mai Nguyen qui consacre généralement son émission à des sujets scientifiques qu'elle décortique et qu'elle explique d'une façon très sérieuse et très rigoureuse et en même temps très accessible pour les jeunes notamment. Et c'est quand même très intéressant de voir qu'elle a choisi cette fois de parler non pas du Covid et de l'ARN messager, mais de l'urgence à réformer le système de retraite en Allemagne. Reden wir drüber. Reden wir über deine Rente. Ist deine Rente noch zu retten? Beziehungsweise wie? Est-ce qu'on peut sauver les retraites et surtout comment on peut le faire? Stéphane, est-ce qu'il y a un débat là-dessus en Allemagne? Disons qu'une grande différence avec le débat en France, c'est que depuis la fin des années 90, il y avait un vrai débat public, s'était préparé avec quelque chose où on pouvait se mettre d'accord qu'on vivait plus longtemps, et si on vivait plus longtemps, il fallait travailler plus longtemps, et qu'il y a une démographie qui joue contre le système de retraite actuel. Même si maintenant il y a beaucoup plus d'enfants en Allemagne qu'il y a 10 ans, il y a des équilibres. Et donc la question de qu'est-ce qu'on fait, il n'y a pas 10 000 solutions, soit on travaille plus longtemps, soit on cotise plus. Déjà maintenant, on est presque à 20%. On se mise d'accord que ça ne doit pas dépasser un certain seuil, puisque sinon les salaires ne permettent plus de consommer et de vivre. Ou alors on élargit le secteur de la retraite privée, capitalisée ou autre. Donc ce débat, il est là. On en parle de 69 ans. On a demandé à des commissions de produire des rapports. Là, actuellement, j'ai l'impression que la politique n'est pas très pressée de prêter attention à ces rapports. Mais il est évident que ce sujet va revenir sur le devant de la scène sous peu. Tu viens d'évoquer la piste de la capitalisation, alors certes partielle, mais en tout cas faite par les individus, chacun pour soi. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Mai Nguyen termine son émission et elle se fait applaudir par l'ensemble du public. Elle demande plus d'égalité dans ce système d'épargne. On n'imagine pas ça en France. D'un côté, les Allemands, en moyenne, en général, ils ont des salaires plus élevés que les Français. Ils peuvent mettre plus d'argent de côté. Et on a commencé, avec ces réformes de l'époque Schröder, d'inciter massivement les gens à rajouter à la retraite publique des régimes privés, des assurances vie, des fonds de pension qui complètent individuels. Là, on est déjà pleinement dedans, ça marche plus ou moins bien,
selon les régimes que les gens ils ont choisis. Oui, ça fonctionne avec des incitations fiscales notamment, hein. On peut baisser ses impôts de façon vraiment intéressante. Encore faut-il avoir de quoi épargner, même s'il faut rappeler qu'il y a eu en parallèle ces dernières années quand même de fortes hausses de salaire ici en Allemagne. Alors une autre piste, Stéphane, c'est d'augmenter en fait le nombre de cotisants, en faisant par exemple venir des travailleurs étrangers. Les chiffres de l'Agence du travail sont sur la table. L'Allemagne aurait besoin d'accueillir au moins 400 000 nouveaux travailleurs chaque année. Et là, le gouvernement est en train de préparer une loi pour organiser cette immigration de travail. Oui, aussi étonnamment que ça puisse paraître, nous n'avons pas de législation sur l'immigration en Allemagne. Nous avons des règles qui peuvent venir, qui ne peuvent pas venir, mais il n'y a pas une législation générale. Donc on est en train de développer cela. Il parle plutôt d'une législation sur l'immigration des travailleurs qualifiés, pour mettre au clair que ça devrait concerner uniquement les gens qui ont des compétences. C'est un peu allemand dans la manière de faire, et si on regarde les comparaisons internationales où les travailleurs qualifiés aimeraient immigrer, l'Allemagne, elle arrive tout à la fin. Il n'y a pas vraiment une situation d'accueil ouverte si tu t'amènes avec tes diplômes, ta famille, et tu espères être accueilli à bras ouverts. Ce n'est pas encore le cas en Allemagne, et donc il y a du travail à faire. Maintenant, je voudrais qu'on regarde, Stéphane, ce que ce moment de tension sociale en France, avec les populismes en embuscade, a comme conséquence sur la relation franco-allemande. Et c'est un peu la question que s'est posée aussi ma consoeur Audrey Vuettaz. Elle est journaliste à la chaîne de télé Public Sénat en France, donc elle suit de très près tous ces débats politiques en ce moment. Mais Audrey produit aussi un podcast que je vous recommande vraiment très chaudement sur l'Union européenne. Cela s'appelle Trait d'Union. Et début mars, elle a fait un épisode entier pour essayer de comprendre si cette réforme des retraites était imposée à la France par Bruxelles, parce que c'est une petite musique qui revient quand même assez souvent. Super épisode, allez l'écouter vraiment. Et j'ai voulu creuser le sujet avec elle, parce qu'au début des années 2010, pendant la crise grecque, on n'arrêtait pas de dire que cette austérité exigée par Bruxelles, en fait, elle était exigée par Berlin, par la chancelière Merkel et son ministre des Finances, intransigeant sur les règles communes, notamment la fameuse barre maximale de 3% de déficit public. Alors, travailler plus, c'est pour plaire aux Allemands. Voici la réponse d'Audrey Vuettaz. Je ne sais pas si en France, les gens se disent c'est la faute de l'Allemagne vraiment, mais en tout cas, moi, je l'ai entendu en écoutant les débats parlementaires. L'Allemagne est beaucoup mise en avant quand on parle d'intégrer un petit peu de capitalisation dans notre système de retraite. Là, il y a vraiment une levée de bouclier du côté de la gauche, je dirais, sur ces questions. Et je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas anodin aussi, c'est que finalement, quand Emmanuel Macron justifie l'utilisation du 49.3, il explique que c'est par rapport au marché financier. Et on en revient finalement à cet argument qui peut être à la fois chez les pro-réformes et chez les anti-réformes, de dire que finalement, c'est parce qu'il y a une sorte de force supérieure qui serait peut-être les marchés financiers ou même l'Union européenne. Et c'est vraiment un argument qui revient souvent, je le vois quand je suis en présence de journalistes qui ne sont peut-être pas forcément pro-Union européenne. Les 3%, ils le martèlent comme quelque chose, vraiment comme un coup de fouet. Peut-être aussi que ce côté un petit peu rigide allemand, l'idée qu'on peut s'en faire en France, ça participe justement à ça. Donc il y a encore pas mal de boulot, et puisqu'on en est à casser les clichés, sachez qu'il y a même des Allemands qui manifestent ici à Berlin contre la réforme des retraites en France. Ils se joignent aux rassemblements qui se tiennent depuis début mars devant la porte de Brandebourg, les jours de grandes manifs en France. Reportage David Philippot. Alors, bonjour aussi en français. Wir machen das jetzt deutsch-französisch weiter. Ce n'est pas la foule des grands jours ni l'ambiance du grand soir, mais le symbole est fort. Le grand syndicat ouvrier IG Metall a déployé sa banderole rouge devant l'ambassade de France. Il y a aussi des représentants du syndicat des services Verdi. Hoch die internationale Solidarität! Au micro, c'est Ferhat Kotschak, élu du parti d'extrême gauche Die Linke au Parlement du Land de Berlin. Chers camarades, parfois, nous les gens de gauche en Allemagne, nous regardons avec envie vers la France. Mais l'Europe apprend le français. Grève, grève, grève générale, grève, grève. Sauf qu'en Allemagne, rappelle-t-il, le droit de grève est très réglementé. C'est ça, en Allemagne on n'a pas le droit de faire grève si les syndicats ne sont pas en période de négociation et s'ils ne mobilisent pas exprès. Mais il faut que ça change.
D'ailleurs, l'interdiction des grèves sauvages en Allemagne est une loi qui date de l'époque nazie et nous devons absolument la faire tomber. Détail intéressant, quand les syndicats allemands ont signalé début mars qu'ils voulaient faire un rassemblement devant l'ambassade de France, c'est la police de Berlin qui leur a suggéré de s'associer à la NUP autour de l'ancienne candidate aux législatives, Asma Ramaoui-Claquin. Nous sommes à 1000 km de Paris et je ne vois pas une mobilisation qui s'essouffle. Ria est venue avec une pancarte alertant sur la pauvreté des retraités allemands. L'Allemagne est un anti-modèle, dit cette syndiquée de IG Metall. La baisse du niveau des pensions chez nous a un prix social. C'était le même débat qu'en France. Les caisses sont vides, il n'y a plus assez d'argent. Je tiens une permanence à l'assurance retraite et je peux vous dire que beaucoup de gens reçoivent immédiatement un formulaire pour demander l'aide sociale car ils ne pourront pas joindre les deux bouts à la retraite. C'est de la pauvreté programmée. Dans cette petite manif franco-allemande, les slogans se mélangent, on reprend les rengaines des cortèges allemands, mais avec un message pour le gouvernement français. Quelques silhouettes apparaissent aux fenêtres de l'ambassade. Au bout d'une heure, les manifestants se dispersent, ravis de cette expérience commune, dans un pays où les combats sociaux se font normalement, branche par branche. Stefan Seidendorf, je rappelle que tu es directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Est-ce que le DFI a été beaucoup sollicité ces dernières semaines par les médias allemands pour expliquer ce qui se passe en France ? La couverture médiatique me paraît quand même assez importante, mais j'ai l'impression que les articles oscillent vraiment entre fascination et sidération. Ça épate les Allemands que les Français puissent à ce point se mobiliser, et en même temps, ils sont quand même assez stupéfaits de la situation. Il y a peut-être deux choses. Il y a une partie, comme tu dis, fascinée, c'est un peu le côté folklore de l'affaire. Hein? Les pneus, les barricades devant les préfectures et tout ça, on connaît ça. Bon. À côté, il y a quelque chose qui semble nouveau et de plus en plus poussé ces dernières années. C'est un vrai malaise en France avec le système politique de la Ve République, avec le poids considérable de l'exécutif et du président. Là, les Allemands, ils ne comprennent pas grand-chose, puisque c'est tout le contraire de ce qu'on connaît ici. Pourquoi le président il peut faire passer une réforme comme celle-là sans la faire voter au Parlement, tous ces éléments-là. Il y a très peu d'explications et du coup, un peu d'inquiétude du chemin que la France elle va prendre. Et il faut dire peut-être le regard global reste quand même... Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces Français ? C'est quand même un pays de feignants du Sud qui ne travaille pas assez et ça risque encore de nous retomber dessus, comme pendant la crise des Grecs, où les Allemands sont convaincus que c'est eux qui ont payé pour toute l'Europe. Donc là aussi, cliché à l'appel, pourtant tu nous l'as bien expliqué, les deux modèles ne sont pas si éloignés l'un de l'autre, mais visiblement l'info ne passe pas. Ça vient pas vite. Donc jusque-là, on s'est contenté de regarder le spectacle des Français qui manifestaient, et d'essayer de commenter, de chercher que c'est un héritage de la Révolution, des choses comme ça. Bon. Maintenant, on voit qu'il y a peut-être un peu plus et on commence à s'intéresser de près, notamment aussi avec ce souci que si tout le système viendrait à vacciner, en France, il y a peut-être une présidente ou une première ministre, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, ça aurait un impact, une influence directe sur l'Allemagne aussi. Et donc, là, on sent, nous, au DFI, un début d'intérêt pour regarder plus près et mieux comprendre qu'est-ce qui les amène, des Français, et qu'est-ce qui les fait descendre dans la rue. Et en conséquence de tout ça, est-ce que nous devons à nouveau payer pour garantir la stabilité de l'euro, du système financier en Europe ? Et ça, on le retrouve vraiment presque sous tous les articles publiés en ligne sur le sujet. Dès qu'il y a des commentaires de lecteurs, c'est le festival des remarques sur le manque de sérieux des Français, notre déficit public, etc. Et ils auraient tort de se priver, puisqu'en quelque sorte, c'est aussi la position officielle du ministre fédéral des Finances, Christian Lindner, à Bruxelles. Là, il vient de bloquer la réforme du pacte de stabilité, qui était très important pour la France, mais pas uniquement, puisque Lindner a exigé une modification du texte qui avait été approuvé par l'ensemble des 27 la semaine précédente. Alors Berlin qui revient sur ses vieilles marottes à un moment où Macron est affaibli sur sa scène intérieure. Est-ce que tout ça est lié, Stéphane ? La question de la réforme du pacte de stabilité, je pense que c'est plutôt un débat de politique intérieure. Des libéraux notamment au pouvoir avec le chancelier Scholz et les Verts,
qui essaye d'exister tout bêtement, médiatiquement, et qui avait donc, on a pu le voir, essayé de faire machine arrière sur une décision déjà prise à Bruxelles sur la fin des moteurs à combustion, et qui maintenant, comme l'histoire avec les moteurs, ça a moyennement bien fonctionné, même en Allemagne, on se pose la question si c'est comme ça qu'il faut faire en Europe, essaye d'occuper le devant de la scène sur la réforme du pacte de stabilité avec une position qu'on croyait déjà révolue en Allemagne. Mais en fait, si on regarde de près, aucun politique, aucun gouvernement allemand n'a vraiment jamais abandonné cette position. Le chancelier Scholz lui-même a toujours dit qu'en principe, ce pacte, il reste en vigueur. Il a montré sa flexibilité. Donc, ça voulait dire que s'il y avait besoin, on pouvait faire ce qu'on voulait. Quand on avait besoin de s'endetter, on pouvait le faire pendant la crise de Covid. Mais en gros, on garde ça. Et là, évidemment, ça l'arrange, le chancelier, puisqu'il a un terrain de jeu pour son partenaire de coalition, le FDP, qui peut se faire sa fixette presque là-dessus. Et après, on verra comment ça sort au sein de la coalition au gouvernement et puis au sein de l'Europe. Donc pour résumer, on n'est pas loin de notre caricature du début, le retour des vieilles positions, d'un côté une France irréformable, barricade, poubelle qui brûle, et de l'autre Berlin qui compte ses sous. Qu'est-ce que ça nous dit au bout du compte sur le fameux moteur franco-allemand ? Les moteurs, il va mal, ça c'est sûr, c'est évident, on peut le voir un peu partout. Un des problèmes entre la France et l'Allemagne, c'est que les deux sociétés sont très occupées par leur débat domestique national avec une faible capacité de prendre en compte ce qui se discute de l'autre côté. Et on a vu ces dernières semaines que la coordination au sein du gouvernement allemand pour jouer le rôle qui devrait être celui de l'Allemagne en Europe ne fonctionne pas très bien sans quoi. C'est plutôt tout le contraire, que régulièrement le gouvernement allemand arrive sans position à la table de négociation à Bruxelles, puisqu'on n'a pas pu se mettre d'accord avant. Et l'Allemagne et le gouvernement allemand, ils n'ont pas encore tout à fait pris la mesure de ce que ça pourrait être si le président Macron se trouvait définitivement déstabilisé et s'il ne pouvait plus jouer le rôle qu'il a joué jusque-là sur la scène européenne. Merci beaucoup Stéphane. Il faudra absolument que nous revenions dans un autre épisode sur le rôle des libéraux dans la coalition allemande, parce que cela explique beaucoup de choses sur cette Allemagne de Scholz. Une dernière info, juste pour vous dire que l'Allemagne connaît, elle aussi, en ce moment, un important mouvement social, avec plusieurs secteurs en négociation en même temps pour des augmentations de salaire. Après les métallos cet automne, plus 8%, les postiers viennent de décrocher plus 10%, mais c'est encore bloqué dans les transports ou l'enseignement. Et donc, ça fait des semaines qu'on a ici aussi, très régulièrement, des journées de grève très suivies. Merci à Aloïs Kerek pour la musique, David Philippot pour le reportage, aux amis pour les voix françaises. Le podcast avec un K revient dans 2 semaines. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald.